Sur l'écrevisse, le CSP à une certaine époque avait été assez actif dans justement le recueil de données, de connaissances et d'actions sur cette espèce. Ça a un peu diminué par la suite à l'ONEMA et fort heureusement, les actions sont montées en puissance dans les fédérations dont il y a ici pas mal de représentants, ce qui fait que depuis les 20 dernières années, on a considérablement amélioré les connaissances. Et malheureusement, ces connaissances ont permis le constat du déclin de population d'écrevisses à pied blanc, d'émergence des espèces exotiques. Et donc, c'est un peu cette tentative que je fais là de vous dresser un panorama à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes. La partie Auvergne étant un peu plus nouvelle pour moi, puisqu'on a fusionné il y a 2 ans. Mais donc, il y a une certaine disparité dans la disponibilité des données, dans la couverture géographique. En tout cas, on a essayé de faire cet exercice de compiler tout ce qu'on pouvait avoir à notre disposition comme connaissance sur les différentes espèces et notamment sur l'écrevisse à pied blanc. Donc c'est la présentation que je vous propose. Donc vous verrez que les données sont relativement disparates et que je ne pourrai pas traiter de toutes les espèces, mais on va balayer rapidement les différentes espèces qui sont les plus connues en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc un certain nombre d'espèces autochtones, mais principalement Ostropotamobus palipes, qui est donc l'écrevisse à pied blanc. Il y a quelques présences relativement anecdotiques de pieds rouges et encore plus anecdotiques, mais néanmoins emblématiques de présence de Atorancium, donc en Haute-Savoie. Avec une constatation de tous, depuis de nombreuses années, du déclin de ces espèces autochtones. En particulier la pied blanc, c'est ce qu'on va revoir en détail. Et puis donc je parlais de l'émergence, la croissance, l'accroissement des populations d'écrevisses exotiques. Donc historiquement en premier lieu l'écrevisse américaine, Orconectes limosus. Plus récemment Pachyphastacus lenusculus, dont il a été question dans l'évocation précédente. Et puis encore plus récemment Procambarus clarki. Donc à savoir que ces espèces sont susceptibles de provoquer, dans le jargon réglementaire, des déséquilibres biologiques. En fait, tout simplement, on s'aperçoit qu'elles posent un certain nombre de problèmes à la fois de compétition vis-à-vis des espèces autochtones, mais surtout la diffusion de maladies, en particulier la phanomycose, qui conduit à décimer les populations autochtones. Donc la situation générale, c'est on a quand même 3 espèces qui sont principalement retrouvées dans des différentes régions d'Auvergne-Rhône-Alpes, donc la pied blanc, l'écrevisse américaine et l'écrevisse signale. Et puis on a un constat qui est partagé, y compris à l'échelle nationale, puisque depuis un certain nombre d'années, des bilans sont faits de l'évolution par département. Alors c'est des choses qui sont assez macro, mais qui donnent une indication et un suivi de l'état des populations. Et ce dont on s'aperçoit, c'est bien sûr la très forte fragilisation des populations d'écrevisses à pied blanc. Je pense que beaucoup de gens ici ont constaté des mortalités fréquentes, voire de plus en plus fréquentes. On peut faire le constat aussi d'une assez forte fragmentation des habitats et des populations, et ce qui aboutit à une réclusion de ces populations fortement dispersées, le plus souvent en tête de bassin versant. Et donc une colonisation croissante des espèces invasives, avec depuis quelques années une très forte dynamique de Pachyphastacus et Procambarus clarki, alors qu'on arrive plutôt à une situation relativement stabilisée, on va dire, sur Orconectes limosus. Et on peut craindre, avec le constat des évolutions des conditions climatiques, que ces espèces-là puissent être encore plus favorisées. Donc l'état de la situation, c'est un besoin urgent de mesures de gestion, voire de plans d'action d'envergure pour la protection des espèces autochtones. Évidemment, ça doit reposer sur une analyse de la situation et l'évolution des populations autochtones et introduites qui prennent en compte les potentialités passées, présentes, les deux. C'est des choses qu'on peut être amené à discuter ensemble. Pour vous donner une idée des données qui sont disponibles, en tout cas qu'on a pu compiler à l'AFB depuis un certain nombre d'années. Donc ce que j'ai appelé contemporaine dans la suite de cet exposé, ce sont des données en fait qu'on a essayé de structurer, d'organiser et de pérenniser au niveau régional depuis environ les années 80. Il s'agit à la fois de prospection spécifique sur les espèces d'écrevisses, en particulier donc très ciblées sur les espèces
sur l'écrevisse à pied blanc. Donc c'est des choses des prospections qui ont pu être réalisées par le CSP à l'époque, l'ONEMA, l'AFB maintenant, l'OFB bientôt, par des bureaux d'études, des fédérations de pêche dont on a pu avoir connaissance. C'est généralement, en tout cas historiquement, des protocoles peu standardisés, réalisés de préférence la nuit et qui donnent surtout une information, on va dire, fiable et comparable en termes de présence-absence. Un des défauts que peuvent avoir ces données quand on cherche à en tirer des conclusions à une certaine échelle, c'est que c'est quand même des prospections ciblées. C'est pourquoi quand on veut faire certaines analyses, il faut aussi y associer des données, rechercher des données d'absence. Et pour ça, on a aussi nos bases de données de pêche électrique qui permettent d'avoir de l'information sur de l'absence d'écrevisses sur un grand nombre de secteurs. Donc c'est une donnée qu'on a historiquement bancarisée dans nos bases de données. Ça s'appelait, pour ceux qui connaissent, WAMA à une certaine époque, et puis maintenant on passe à des portails web, peu importe. Donc c'est des données qui sont plus standardisées en termes de protocole, qui sont surtout presque exclusivement réalisées par nous, nos prestataires, même si depuis quelques années, on compile aussi les comptes rendus d'opérations de pêche électrique qui sont réalisés et qui sont autorisés par arrêtés préfectoraux. Et donc dans ce cas-là, c'est des données qui proviennent de fédérations de pêche, de bureaux d'études ou de syndicats de rivière. Donc ce sont des données, je le rappelais, mais je le redis encore, qui sont partielles, c'est-à-dire que vous ne retrouverez pas forcément toutes vos connaissances, mais en tout cas ça permet déjà de dresser un panorama de la situation. Un aperçu de cette base de données et de sa traduction géographique. Donc c'est plus de 8000 données sur à la fois prospection spécifique et pêche électrique, avec à peu près moitié-moitié, enfin 3500 données de présence et 4500, un peu plus de 4500 données d'absence. Donc visualiser un peu cette carte parce qu'il faudra en tenir compte pour l'interprétation des cartes suivantes qui seront ciblées sur les présences des populations. Et donc, vous voyez tout de suite qu'il y a un certain biais, enfin en tout cas un déséquilibre dans l'intensité d'observation en fonction des différentes zones géographiques. Donc, rapidement, donc, un petit zoom, un petit état de la situation d'un point de vue cartographique des différentes espèces. Pour ce qui est de la pied blanc, donc vous voyez, vous allez retrouver, je pense, des choses assez connues. Donc malgré ce biais qui est lié à l'effort d'observation, ce type de données permet de visualiser les zones qui sont les plus favorables. Donc pour la pied blanc, ce sont des collines, des massifs de moyenne altitude. Donc Mont du Lyonnais, Pilat, Mont d'Ardèche, Massif central, Vercors. Et puis on voit aussi très bien apparaître les zones, même si elles ont peut-être été aussi moins prospectées, mais en tout cas les moins favorables, qui sont donc les secteurs de plaine, généralement beaucoup plus anthropisés, et les secteurs de très haute montagne, parce qu'elles représentent des conditions hydroclimatiques qui sont défavorables. L'Orconectes limosus, l'écrevisse américaine, donc même chose, avec les mêmes réserves sur le petit biais d'observation, mais on voit qu'en fait c'est une espèce qui est beaucoup plus cantonnée à un certain nombre de milieux, essentiellement les plus grands cours d'eau, donc le Rhône, la Saône, la Loire, des milieux souvent canalisés, et puis beaucoup de secteurs de plaine, et en particulier des zones où il y a beaucoup d'étangs de retenue qui favorisent son implantation. Pour Pachyphastacus, on retrouve une répartition qui est beaucoup plus proche de la répartition de l'écrevisse à pied blanc, et on le détaillera par la suite. Donc vous retrouvez plutôt une répartition de cette espèce sur ces cours d'eau de moyenne montagne, qui étaient des secteurs historiquement plutôt favorables à l'écrevisse à pied blanc. Donc si on fait une rapide analyse typologique de ça, donc vous voyez en fait en abscisse les trois espèces considérées, et puis en ordonnée on a pu regarder ce qui se passait au niveau de la pente, la surface du bassin versant et la température, une température globale de l'air. Et vous voyez qu'en fait il y a une assez forte discrimination pour l'écrevisse à pied blanc, donc qui se retrouve dans des gammes de pente beaucoup plus importantes que les deux autres, dans des tailles de bassin versant beaucoup plus faibles et dans des températures plutôt plus froides, même si il y a un certain chevauchement avec Pachyphastacus, même si Pachyphastacus se retrouve dans des gammes typologiques beaucoup plus importantes, alors qu'on retrouve
l'Orconectes limosus, comme vu précédemment, dans des cours d'eau plutôt de faible pente, de plus grands bassins versants, etc. Et puis si on regarde l'effet que peut avoir l'anthropisation, alors pareil avec des données à très large échelle, là ici on a fait un zoom sur l'occupation des sols en résumant tout ça donc c'est l'occupation des sols du bassin versant de la station où elle a été observée, et en résumant juste cette occupation des sols à plutôt naturelle ou plutôt anthropisée, on appelait ça urbain mais c'est plus global, ça inclut aussi de l'agriculture intensive, et on voit qu'il y a une certaine différence, même si elle apparaît légère à cette échelle, c'est-à-dire que les écrevisses à pied blanc se retrouvent dans des cours d'eau qui ont plutôt des proportions d'occupation des sols plutôt favorables, contrairement à Orconectes ou Passifastacus. Alors, on a essayé de quantifier en fait quelque chose qui est relativement connu par tous, puisque c'est quelque chose qu'on entend depuis de nombreuses années, qui est que l'écrevisse à pied blanc régresse un peu partout. Et en fait, pour essayer de quantifier cette régression, on a recherché des données historiques et on a cherché à les comparer à des situations actuelles. Pour les données historiques, on s'est basé principalement sur quelques références historiques que nombre d'entre vous doivent connaître. Il y a une référence qui est Laurent et Sussillon 1962, qui reprend en partie des documents plus anciens d'André Lamy 1935, et en fait c'est un document qui liste par département un certain nombre de cours d'eau par arrondissement où ont pu être observés à un moment donné, dans des temps relativement anciens, des populations d'écrevisses à pied blanc. Et ces données-là peuvent être complétées, même si elles se recouvrent pas mal, par ce qu'on peut trouver dans des cartes piscicoles assez anciennes, réalisées par des gens comme Léger, Kreitmann et Dorier, dans les années 30 à 50, 60, et qui permettent sur des linéaires d'observer des présences historiques. Alors c'est des données qui ont beaucoup d'intérêt, quelques limites, mais en tout cas, donc voilà, c'est à ça que ça ressemble, hein, les cartes piscicoles que vous devez connaître, et puis donc ces listes de cours d'eau et d'arrondissements par zone géographique. Donc voilà à quoi ressemble, une fois qu'on géoréférence ces informations, on peut avoir un aperçu de la répartition historique des populations, principalement l'écrevisse à pied blanc, mais aussi quelques indications sur les écrevisses introduites, donc pour visualiser les premiers foyers d'implantation ou de dissémination. On fait donc une étude comparative qui consiste, donc vous avez les points historiques en rose, les points d'observation actuels en triangle orange ou vert, et on compare. Est-ce que quand il y a une observation historique, est-ce qu'on a une donnée actuelle? Pas toujours, on ne peut pas conclure dans ce cas-là. Est-ce qu'on a une donnée contemporaine? Dans ce cas-là, soit on peut conclure à une absence actuelle, soit on peut conclure à une présence actuelle du moment qu'il y a au moins une donnée qui l'indique. Et donc, on arrive à cette conclusion qui est que sur 137 sites colonisés historiquement par l'écrevisse à pied blanc, on a 64 sites, soit 44%, où on a encore au moins une observation d'écrevisse à pied blanc récente, ce qui nous fait une estimation d'un taux de régression d'au moins 56%. Et je pense c'est vraiment l'estimation minimale, quoi. Donc ça doit être beaucoup plus important. Ensuite, on a essayé de voir ce qui pouvait expliquer ces régressions. Donc, sans trop de surprise, on voit que l'occupation des sols a une influence, c'est-à-dire que là où il y a de la présence actuelle, les milieux sont plutôt moins anthropisés. On a regardé s'il y avait une influence du nombre d'obstacles. À l'échelle où on a étudié, on n'a pas vu d'effet significatif. Par contre, vous voyez dans le schéma de droite que lorsqu'il y a de l'écrevisse signale, il y a beaucoup moins de présence actuelle d'écrevisses à pied blanc. Donc, pour lancer un certain nombre de discussions, tous convaincus de ce constat et d'une certaine urgence à agir, on doit réfléchir bien sûr, et ça a déjà été fait, mais il faudrait essayer, je pense, collectivement d'engager des choses beaucoup plus intensives et collectives. Il y a bien sûr des choses à faire en termes de préservation, restauration des milieux, la qualité d'eau, l'hydromorphologie, l'habitat, c'est des choses qui ont été initiées il y a de nombreuses années, mais qu'il faut poursuivre. Et après, des questions qui se posent sur potentiellement le maintien d'un isolement de certaines populations par rapport aux exotiques. Sur les espèces exotiques, il y a évidemment poursuivre, accroître ce qu'on peut faire
comme méthode de lutte. Donc poursuivre des expérimentations et des suivis dont l'état sanitaire. Il faut, je pense encore, je pense que Frédéric va largement s'étendre là-dessus, travailler sur tout ce qui est maladie, aphanomycose, virus et autres. Veiller, et on a du mal à le faire, à la bonne application de la réglementation sur ces espèces. Poursuivre l'acquisition de connaissances, y compris sur ces espèces, pas se focaliser bien sûr que sur la pied blanc, même si c'est le cœur de cible, mais il faut comprendre un certain nombre de choses sur les espèces exotiques pour pouvoir agir le mieux possible sur leurs limitations. Et puis se posent bien sûr des questions de réintroduction, puisque on est tous bien conscients que cette espèce ne pourra pas regagner un certain nombre de sites du réseau hydrographique sans action de notre part. Et donc, il faut pouvoir bien caractériser les potentialités des cours d'eau qui seraient susceptibles de l'accueillir de nouveau. Donc, on a essayé de faire des essais en Auvergne-Rhône-Alpes sur de la modélisation pour pouvoir redessiner un peu le réseau hydrographique potentiel de colonisation pour cette espèce. Frédéric, je pense, me montrera ou évoquera aussi des travaux de modélisation. Il faut, je pense, de façon très importante et très urgente, qu'on puisse analyser les retours d'expérience sur les réintroductions qui ont pu avoir lieu ces dernières années. Je pense qu'on aura aussi pas mal de présentations là-dessus, pour voir comment on rebondit et on amplifie éventuellement ce phénomène, avec un certain nombre de questions qui se posent. Des questions pratiques liées à la stabilisation des individus qu'on veut réintroduire, voire à leur élevage, et ce qui pose un certain nombre de questions, notamment génétiques. Donc on a tout intérêt à asseoir un réseau d'acteurs qui, on le voit aujourd'hui, est riche et spécialisé, pour favoriser les échanges d'informations, ces retours d'expérience sur des expériences de réintroduction ou de lutte, favoriser la circulation des données parce que c'est ce qui nous permet aussi de mieux défendre dans les différentes instances auxquelles on participe l'avenir de l'écrevisse à pied blanc, et puis faire régulièrement les mises à jour des cartes nécessaires. Je ne vous ai pas montré de cartes sur la Procambarus clarki par exemple parce qu'on dispose d'informations qui sont assez limitées. Il y a un travail avec les scientifiques de veille bibliographique parce qu'il y a plein de choses qui se passent ailleurs. Et puis donc engager un certain nombre de démarches. On en a une en tête, enfin pas nous seuls, hein, ça fait quelques années que c'est un peu dans les tuyaux, de mettre en place un plan d'action national sur l'écrevisse à pied blanc. Et dans un premier temps, on a évoqué avec l'Adréal assez récemment l'idée de travailler sur des listes rouges régionales, poissons et écrevisses, parce que ce sont des outils qui permettent d'avoir des actions bénéfiques dans un certain nombre de projets. Et puis on pense aussi donc dans la perspective de ce PNA, à mettre en place peut-être assez vite une étude un peu prospective, de voir quelles sont les sources de financement possibles, quelle serait l'organisation justement qui associe un certain nombre de spécialistes sur la question. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie pour votre attention et je sens que les échanges vont être riches. Merci beaucoup Nicolas. On va pouvoir passer aux échanges. Donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. On va vous demander de vous lever pour pouvoir bien vous identifier. Et petit point logistique, il reste 3 places libres devant, 3 ici. Donc les personnes qui sont au fond, qui ont un peu de mal à voir, je vous invite à profiter des échanges pour vous déplacer si besoin. Donc, Léo Dupéré, peut-être pour compléter, quand tu parlais de la carte de répartition ancienne et nouvelle en termes de diminution du nombre de sites, on parle de nombre de sites et ça ne se porte pas du tout sur les linéaires. Tout à fait. Donc, c'est aussi ça la remarque un peu à apporter à tout le monde, c'est que là, si on raisonne en linéaire, c'est beaucoup plus important que ça. Tout à fait. Merci beaucoup. D'autres réactions? Donc Agnès Tronche, j'ai une petite question par rapport au fait que vous preniez en compte la présence des écrevisses sur les pêches électriques. Parce que pour qu'on les trouve en pêche électrique, il faut qu'il y ait des densités souvent intéressantes. Donc autant
autant pour les espèces invasives, c'est voilà, mais autant pour les espèces à pattes blanches, la patte blanche, ça me surprend un peu. Non, vous avez raison, hein, là on était dans une démarche bon, de toute façon limitée à une analyse de présence-absence, mais effectivement, si on creuse un peu, méthodologiquement, c'est pas le plus rigoureux qu'on puisse faire. Là, l'idée, c'était qu'on avait on a ces données de présence qui sont ciblées, et quand on veut avoir une approche globale, typologique, et y compris faire des modèles de présence-absence, il nous fallait pouvoir, un peu artificiellement, booster nos données d'absence, et du coup, les pêches électriques sont un proxy de ça, avec la limite que vous venez d'évoquer. Ouais, ouais. Bah, juste, du coup, là, en pêche électrique, vous n'avez pas fusionné les données pêche électrique et prospection nocturne. Vous avez traité séparément pêche électrique et prospection nocturne. Non, on les a fusionnés en faisant ce grand écart qui est que, effectivement, c'est des méthodes qui sont différentes, qui ont une efficacité différente, mais surtout dans une recherche d'absence, parce que l'autre alternative, c'est de générer des absences plus ou moins aléatoirement, ce qui est pas forcément, voilà, ce qui a d'autres défauts. Donc, l'idée, c'était de profiter qu'on a un certain nombre d'informations qui disent qu'a priori, ces espèces-là ne seraient plus présentes, et ça permet d'analyser ces gradients de présence-absence. Ouais. Et le modèle intégrait que les deux méthodes d'échantillonnage étaient différentes. Oui, par contre, oui. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour, Marlène Bonin, technicienne à la Fédération de pêche de l'Ain. Je voulais juste revenir sur la pêche électrique des écrevisses. Du coup, c'est vrai qu'elles ne sont pas très réactives au niveau de la pêche à l'électricité. Et nous, en général, les données d'écrevisses à pied blanc qui sont présentes dans nos données de pêche électrique, c'est souvent un individu qu'on a attrapé par hasard, et qui va témoigner du coup d'une présence, d'une population un peu plus à proximité du coup. Donc ça va être un indice de présence. Oui, c'est ça. Intéressant. Ouais. Voilà. C'était tout. Oui, ça a pu compléter aussi les données de présence. C'est vrai que c'est une indication très tronquée, mais elles sont bien là. Si on la capture, elle est bien là. Bonjour. Comment s'organise la récupération des données, ou comment on peut compléter les données? Pour ce qui nous concerne la Haute-Loire, a priori c'est assez lacunaire. Donc si on peut le transmettre, je ne sais pas comment vous les avez récupérés, ou après des fédés de pêche ou... Alors en fait, donc c'est beaucoup basé sur des données qu'on avait nous dans nos bases. Et parmi ces données-là, historiquement, il y a des choses qui se sont faites en collaboration, CSP, FEDE ou ONEMA FEDE. Après, on compile aussi des données qui sont bibliographiques, c'est-à-dire que du moment qu'il y a des rapports qui sont publiés, eh bien, on peut référencer ces données-là et ceux qui les ont produites, et on peut les réutiliser dans ce cadre-là. On a effectivement échoué depuis pas mal d'années, mais c'est pas que sur les écrevisses, hein, même sur les poissons, ça reste compliqué. Pour faire des bases qui permettent à tout le monde de contribuer avec ces informations s'ils le souhaitent. Le meilleur moyen, à mon avis actuellement, c'est de passer par l'INPN en fait. C'est-à-dire c'est une façon de transmettre ces données qui n'est pas très contraignante par rapport au format et tout ça, qui va du coup être une donnée résumée à la présence-absence, mais c'est déjà beaucoup. Et du coup, ces données rentrent assez facilement dans cette base de données-là, et puis peut être restituée de façon assez efficace également, avec après un point important qui est de pas trop faire apparaître la précision de la donnée, puisque dans un premier temps, ces données-là, par défaut, sont restituées à la maille, et c'est des mailles de 10 km, donc c'est assez large. Et à minima, elles sont pointées comme données sensibles, ce qui veut dire qu'elles ne seront jamais transmises à une échelle autre qu'à la commune, quoi. Après, je pense que c'est aussi un point de débat entre nous. Je vous donne mon point de vue personnel. Certes, ce sont des données sensibles, il faut faire attention. Je pense qu'on a plus à gagner à diffuser une information de présence qu'à la conserver en pensant qu'on va protéger. Les meilleures informations qu'on a pu avoir à une certaine époque, c'était de la part des braconniers qui savent très bien où sont les écrevisses, quoi.
Donc voilà, je pense qu'il y a peu de promeneurs qui un jour vont se dire tiens, je vais aller sur la base de l'INPN pour savoir où je peux aller récupérer 3 écrevisses. J'y crois assez peu. Après, voilà, on peut, s'il faut trouver des compromis, je pense que l'idée de les flouter à une certaine échelle est la bonne, mais qu'il y a quand même un intérêt majeur à ce qu'on puisse faire circuler toutes ces données-là pour du coup mieux les analyser, que ce soit plus riche, plus pertinent et Bien que toutes les fédérations de pêche, il y aurait beaucoup d'informations à prendre, et là, à mon avis, il en manque pas mal. Et après, outre que l'INPN, il peut y avoir une transmission directe à l'AFB, hein, puisqu'on essaie de mettre en place aussi les retours sur les pêches électriques, par exemple, de façon un peu standardisée en termes de format, tout en essayant de rester simple pour que ça soit faisable. Et c'est engageable, c'est même un peu engagé chez nous sur la partie Rhône-Alpes pour faire remonter ces infos à un niveau de précision et d'exploitation minimal, quoi. Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on, enfin, c'est sur la base de cette obligation-là, on a essayé de faire en sorte que ce soit un peu standardisé sous forme de tableur, qui nous permettent nous de le compiler, parce que s'il faut chaque fois reprendre des tableaux, déjà là, juste le fait de compiler des lignes prend un certain nombre de temps à certains de nos techniciens, mais je pense que ça vaut vraiment le coup parce que, encore une fois, je pense que c'est une donnée qui va être essentielle pour tout le monde, quoi. Du coup, on va prendre une dernière question avant de passer à la prochaine présentation. Bonjour, Laurent Brosse. C'est plus une remarque qu'une question. Par rapport aux perspectives que vous soulevez donc à la fin de votre présentation, ce sont des perspectives qui me rappellent fortement tous les questionnements qui se sont posés dans différents plans, que ce soit par rapport à l'apron, à l'esturgeon ou au saumon. Et je me dis que ça vaudrait peut-être le coup de se rapprocher des gens qui ont travaillé sur ces programmes pour voir comment ils ont traité ces questions, quelles difficultés ils ont eues et peut-être justement tirer des expériences et des retours d'expérience intéressants pour la mise en place d'un PNA écrevisse, pour la mise en place de maintien de stock en pisciculture, pour les questions de génétique et autres. Oui, c'est très juste. En fait, c'est des questions de conservation, en fait. Donc, effectivement, les mêmes questions se reposent pour quasiment toutes les espèces. Après, c'est possible d'y répondre un peu différemment selon les espèces. En tout cas, c'est sûr qu'on bénéficie des expériences qu'ils ont déjà eues. Enfin, on retrouve les mêmes discussions hein, sur la réintroduction. Sur l'apron, il y avait moult discussions, réticences. Dans nos services, c'était pas du tout. Enfin, les avis pouvaient diverger et il y a eu des discussions là-dessus. Voilà, je pense qu'effectivement, il faut s'appuyer sur les discussions qu'il y a eu et on a vu que finalement certains doutes pouvaient être levés à l'expérience, pouvoir se reposer sur ce qui a marché, pas marché, tout ça c'est important et on n'est pas trop mal placé puisque c'est vrai qu'on a chez nous des gens qui ont participé un peu à ces plans-là, mais il faut... Le tout, c'est d'arriver, je pense qu'une difficulté qu'on a, parce qu'on est tous engagés dans des travaux avec des échéances, des choses comme ça, et on a du mal à se coordonner sur ces trucs-là, quoi. D'où l'intérêt d'essayer de mettre en place des programmes qui permettent justement ça.